Bienvenue dans l'émission La Grande Interview. Notre invité aujourd'hui est Monsieur Thierry Lezin-Mungala, ministre de Postes et Télécommunications et de Nouvelles Technologies du Congo. Dans cette émission, nous allons parler de son secteur ou son département administratif en général et aussi, comme c'est de l'actualité, nous allons aussi revenir sur les problèmes de perturbation des téléphonies mobiles au Congo et il va nous expliquer qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi aujourd'hui on a des problèmes avec ce secteur. Ne quittez pas dans un instant. Monsieur Thierry Lezin-Mungala, c'est un honneur de vous recevoir une fois de plus. Merci. D'accord. Alors, monsieur le ministre, je crois que, comme l'actualité le veut, moi j'avais voulu commencer en général, mais je veux commencer avec le dernier, donc le problème de perturbation que les usagers des téléphonies mobiles au Congo sont en train d'être victimes. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans ce secteur? Bon, je crois que vous êtes un peu sévère, mais je crois que c'est le jeu. Je sais que vous êtes un observateur averti des questions de technologie. Le secteur ne se porte pas mal en soi. Je crois qu'il faut rétablir une vérité. Et au contraire, les quelques perturbations que nous rencontrons, pour certaines d'entre elles, proviennent de la modernisation du réseau. La principale perturbation, c'est le passage du réseau MTN Congo, du système 2G GSM, à l'adoption de la technologie 3G. Et vous savez comme moi que quand on passe d'un système à un autre, cela peut provoquer des perturbations sur le réseau. Et donc c'est une opération complexe qui se fait au même moment sur l'ensemble des sites. Donc forcément, il y a toujours des ratés, parce que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Et ce phénomène donc, de ratés explique en tout premier lieu la perturbation du réseau MTN. Le deuxième phénomène qui explique la perturbation de l'ensemble du réseau, c'est comme vous le savez, les opérateurs partagent des infrastructures. C'est-à-dire que MTN, Airtel, Azur et Warid ont pour l'essentiel des infrastructures communes dans les mêmes endroits. Donc si un réseau est perturbé, eh bien ça impacte forcément au même endroit sur l'ensemble des réseaux. La deuxième raison, donc celle-là qui est positive, puisque comme je vous l'ai dit, il s'agit du passage d'une technologie qui est celle de la voix, au passage donc 2G, au passage à la technologie de transfert de données, de gestion de l'Internet à haut débit à travers la 3G, c'est donc un passage positif. Et bien dans ce passage-là, il y a eu ces perturbations-là. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, qui celle-là par contre nous soucie un peu plus, puisque la première est conjoncturelle, la deuxième ressemble à quelque chose d'un peu plus structurel, qui est lié probablement à une gestion par un opérateur, Airtel pour ne pas les nommer, d'un certain nombre de leurs infrastructures qui ont été données en sous-traitance à un opérateur dont c'est a priori le métier et la spécialité, qui s'appelle Ericsson, et semble-t-il, il y a des perturbations qui sont liées à une gestion maladroite par cet opérateur-là. Je ne le mets pas en cause, c'est un constat qui a été fait avec l'Agence de régulation des postes et communications électroniques. Eh bien, cet opérateur Ericsson probablement n'a pas pris la mesure des difficultés que l'on peut rencontrer dans l'interland, comme on dit chez nous, dans l'intérieur du pays, où il existe des considérations liées à la gestion de l'énergie, à la difficulté d'accès à certaines infrastructures du fait de leur enclavement. Eh bien, tous ces paramètres-là, peut-être que l'opérateur désigné par Airtel pour gérer ces infrastructures, les entretenir et les maintenir, eh bien, n'ont pas été, ces paramètres, pris en compte assez bien. Et donc, il y a ces perturbations-là. Troisièmement, mais là j'insiste sur ce point-là parce qu'il est essentiel, je pense qu'il y a aussi un problème probablement de ressources humaines. Je ne veux pas jeter la pierre à nos amis d'Airtel Congo, mais je dis simplement, mais c'est une question préjudicielle aux yeux du gouvernement du Congo et de l'État, je dis que plus il y aura de Congolais du Congo qui connaissent le territoire congolais dans ces structures de maintenance des réseaux, et mieux je pense ces réseaux seront entretenus. Et donc j'insiste
et j'insisterai dans les prochains jours en rencontrant les différents acteurs pour les sommer de faire le nécessaire pour une gestion plus rationnelle des ressources humaines. Nous disposons des techniciens, nous disposons de la ressource humaine et des compétences au Congo. Ce n'est pas de la xénophobie, c'est simplement qu'avant d'aller chercher à grands frais des techniciens à l'étranger, il conviendrait qu'on commence par regarder ce qu'on a sur place. Et en général, ce qu'on a sur place connaît mieux le terrain, le territoire. D'accord. Bon, monsieur le ministre, en vous écoutant, vous vous comportez là comme le défenseur de ces compagnies, MTN, Airtel, Azur et les autres. Et pourtant, la clientèle, les Congolais que vous semblez les défendre, souffrent beaucoup parce qu'il y a toujours, quand on appelle, les appels sont coupés. D'abord, ils ne couvrent pas le territoire national. Pourquoi vous, au lieu de les punir, vous les défendez, vous êtes en train de les défendre? Bon, la gestion d'un État ne se fait pas sur la base de l'émotion. Moi-même, je suis comme vous, victime des mêmes perturbations. Pour l'anecdote, il y a quelques heures, tout ministre des Télécoms que je suis, j'étais en ligne avec un correspondant. Je l'appelais à l'étranger, donc j'étais ici et lui à l'étranger. La communication s'est arrêtée net et le réseau s'est mis en recherche automatique de réseau. C'est Airtel, je parle d'Airtel. Et j'étais en plein Mongali, puisque voilà, en pleine ville, pas au bord du fleuve, où on pourrait dire qu'on est perturbé par la RDC. Eh bien, le réseau est devenu brusquement Airtel DRC, Airtel RDC, en plein milieu de Brazzaville, pour revenir quelques instants plus tard en Airtel Congo, ici. Alors, je ne les défends pas, je dis simplement qu'un État doit prendre la mesure d'un problème, déterminer la nature des perturbations, ce qui est en cours de réalisation par l'agence de régulation du directeur général Castanou. Et enfin, il viendra le temps, après les concertations techniques, après les mises en garde et la mise en demeure d'usage si les perturbations persistent, viendra le temps des sanctions. Mais il y a un processus juridique et technique qu'il faut respecter. Et nous en sommes pour l'instant au stade du constat et de la collaboration avec les opérateurs au niveau de l'agence de régulation pour comprendre les phénomènes, voir avec eux dans quel délai ils pensent que ça va se réduire. Et si les choses persistent, je crois que je leur ai dit clairement lors de la réunion que j'ai eue avec ces deux opérateurs il y a une dizaine de jours, je leur ai clairement dit que dans un délai bref, à défaut de résoudre le problème, nous irions vers les sanctions prévues par les cahiers des charges et la réglementation du Congo. Sanctions pécuniaires. Pécuniaires. Donc voilà. Parlons un peu de ce cahier de charges. D'abord, il devait quand même couvrir l'ensemble du territoire. Par exemple, Airtel ne couvre pas l'ensemble du territoire. Et deuxièmement, même MTN, on ne sait pas s'il couvre, il ne couvre pas aussi l'ensemble du territoire, mais dans le cahier de charges, il y en a, ils ne respectent pas. Quelles sont les mesures que vous avez prises pour les obliger à respecter le cahier des charges, donc couvrir l'ensemble du territoire du Congo? Bon, il y a la couverture nationale en télécommunication, c'est deux critères pour l'évaluer. Il y a un critère d'extension physique, géographique, c'est-à-dire qu'il faut que partout sur le territoire national, on puisse avoir un signal téléphonique. C'est ça la couverture principale. Bon, là-dessus, on peut considérer qu'aujourd'hui, le territoire congolais est couvert autour de moitié, disons. Hein. Je parle de la couverture physique. Oui. Bon. Ensuite, il y a comme second critère la couverture en termes d'abonnement, c'est-à-dire en termes d'atteinte de chaque Congolaise et chaque Congolais par la téléphonie mobile. Eh bien, là-dessus, la couverture, elle est presque totale, puisqu'on considère que 98% de la population est aujourd'hui couverte parce que détentrice d'un abonnement téléphonique. Alors, vous avez raison, les opérateurs ont une obligation, dans leur cahier des charges, depuis une quinzaine d'années qu'ils opèrent chez nous, d'une couverture physique. Bon, il est évident que cette couverture physique ne peut pas être atteinte à 100%. Même les pays les plus avancés, vous allez dans certaines zones, dans n'importe lequel de ces pays, eh bien le réseau est moindre ou le réseau n'est pas bon, voire inexistant. Il existe par contre dans ces pays-là une disposition qui s'appelle un fonds, la création d'un fonds, le fonds du service universel, qui permet à l'État, là où les opérateurs
considèrent qu'ils n'ont pas de profit à faire. Parce que ce qui empêche la couverture, ce n'est pas que ces gens-là sont des sorciers qui ne voudraient pas couvrir le territoire. C'est qu'ils se disent, on va mettre un pylône, on va mettre des infrastructures quelque part où il y a par exemple 3 ou 4 consommateurs potentiels qui parfois se font appeler de l'extérieur de la zone vers eux et eux ne font que biper. Donc ça veut dire qu'ils ne consomment même pas. Donc vous mettez une infrastructure dans un village ou dans un district de ce genre, vous savez qu'elle va vous coûter plus qu'elle ne vous rapporte. Donc comme ce sont des opérateurs qui ne sont pas des Pères Noël, ce sont des capitalistes, ils se disent nous allons mettre le paquet là où il y a des populations. Et là où il y en a moins, on ne met pas le paquet. Eh bien, le fonds du service universel qui existe dans notre loi depuis 2009, sur le papier, le fonds existe. Nous sommes en train, de prendre le projet de décret qui sera soumis au Conseil des ministres et à la signature du président de la République, de manière à organiser le fonctionnement et le financement de ce fonds. Le fonds du service universel aura pour rôle d'assurer le financement par les opérateurs eux-mêmes, là où ils ne le font pas eux-mêmes spontanément, par une taxe que l'État va prendre sur leur chiffre d'affaires, eh bien d'assurer la construction de ces infrastructures à leur place par l'État, qui désignera des opérateurs génie civil et autres pour faire les infrastructures, parce que l'intérêt général, c'est l'État qui en est juge, et l'État considère que dans l'intérêt général, il y a un service minimal qu'on donne aux populations, c'est l'accès à la téléphonie de base. Et pour qui ait accès à la téléphonie de base, l'État se substituera donc aux opérateurs pour faire les infrastructures de télécommunication là où ils ne veulent pas les faire pour des raisons de profit ou des raisons de charge. D'accord. Et cela, je pense, ce fonds sera mis en place avant la fin de l'année 2013. Avant la fin de l'année 2013. Mais parmi toutes ces compagnies téléphoniques qui sont là, MTN, Airtel, Warid et Azur, les pires sont il y a Azur et Warid, que leur configuration c'est entre Brazzaville, Pointe-Noire et d'autres villes qui choisissent. Pourquoi vous ne les obligez pas que si vous appelez Warid par exemple ou Azur, vous avez l'obligation d'être peut-être dans 70 ou 60% de la population du pays et ils ne le font pas? Bon, il y a deux phénomènes qu'il faut comprendre. Les deux premiers opérateurs sont arrivés à un moment où il n'y avait pas de concurrent devant eux. Ils ont donc eu le loisir, le temps d'avoir une stratégie de déploiement de leurs infrastructures sur le territoire. Les deux autres qui arrivent dans un contexte déjà de concurrence plus importante, dans un moment où l'État, pour éviter la multiplication des pylônes sur le territoire, parce que quand même, on ne sait pas, ni vous ni moi, ni au niveau mondial d'ailleurs, quel est le degré de toxicité, c'est-à-dire le degré de dangerosité de ces pylônes. Donc on veut éviter qu'il y en ait trop dans le pays. Et donc la loi, depuis 2009, oblige à ce que là où on peut mettre un pylône pour les 4, il vaut mieux mettre un pylône plutôt que 4. Là où il faut mettre une infrastructure pour les 4, ou 2 au maximum, on préfère en mettre 2 que 3 ou 4. Donc ce phénomène, double phénomène de concurrence, parce que les autres ne sont pas là pour faciliter la vie de leurs concurrents, et la nécessité d'avoir une concentration des infrastructures pour les réduire sur le territoire, pour empêcher qu'elles ne créent des perturbations, ou tout simplement parce que c'est moche un pylône, c'est pas beau. Donc pour empêcher que le territoire soit balafré, soit complètement défiguré par ces infrastructures, il a été décidé une concentration, ce qu'on appelle une mutualisation. Donc cette mutualisation, elle ne se fait pas gratuitement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les deux opérateurs qui sont bien installés, c'est Airtel et c'est MTN. C'est les autres qui deviennent leurs locataires. Donc vous imaginez que la location, ils essayent de faire ce qui est la concurrence logique, malheureusement, à des prix qui sont suffisamment forts pour que les autres aient un développement plus lent. Parce que quand vous devez payer un pylône à plusieurs, la location d'un pylône chez le concurrent à plusieurs milliers de dollars par an, ça ne facilite pas votre déploiement quand vous avez par ailleurs la nécessité d'acquérir un portefeuille de clients, d'abonnés, qui lui-même prend du temps à se mettre en place. Donc nous suivons, le régulateur suit avec attention l'installation et le déploiement de ces opérateurs, et je peux vous assurer qu'il fait le nécessaire pour les obliger à aller au bon rythme pour assurer ce déploiement. D'accord. Mais monsieur le ministre, il y a un autre problème qui se passe. Toutes ces compagnies-là ont eu la licence et la licence a été bradée, si je le trouve, à environ 350 millions de francs CFA. Et pourtant, dans d'autres pays comme le Sénégal, le Cameroun ou même le Bénin, ils ont eu ça entre 40 et 50 milliards de francs CFA. Eux, ils ont eu la licence à bas prix et cerise sur le gâteau, ils ont eu les exonérations fiscales. Mais il fallait donc en compensation, ils
puisse respecter, du moins satisfaire les consommateurs congolais? Bon, vos informations sont erronées. Ah bon? C'est la première licence, celle de Celtel, Oui. à l'époque, qui a coûté quelques centaines de millions de francs CFA. Parce qu'à l'époque, je vous rappelle que l'État était confronté à un problème grave, c'est qu'il n'y avait plus de télécom dans le pays. On sortait des conflits, on ne pouvait pas s'appeler d'un point A à un point B, il n'y avait pas de téléphone. Et donc, face à cette urgence, l'État à l'époque, le gouvernement, a décidé de trouver un opérateur, et en l'occurrence Celtel s'est présenté, qui avait un déploiement panafricain, et il fallait quand même oser, parce que le pays n'était pas totalement pacifié, parce que les considérations géophysiques étaient là, les considérations techniques, les considérations financières étaient telles, que l'État a dit, on va leur donner une licence à un tarif qui soit pas un tarif très élevé, pour leur permettre d'assurer un investissement fort pour remettre une infrastructure sur le terrain. Ça, c'était une circonstance historique. Mais depuis lors, je vous rappelle que la loi congolaise, et la loi de finances en particulier, qui est consultable par tout le monde, ce ne sont pas des textes qu'on a pris la nuit et qu'on cache dans un tiroir pour empêcher que les gens y aient accès. Les licences de télécom, de licences 2G comme 3G, obéissent à la loi du marché. C'est-à-dire que nous avons des tarifs de licence comparables aux pays que vous avez cités. Donc ici, ça a coûté combien? Mais ce n'est pas le problème, parce que les autres, ça n'a pas coûté 50 milliards. Oui, bon, ici, non, mais, ça a coûté non, combien? mais je vous le dis, les licences, aucun opérateur sérieux, ça il faut que vous le sachiez, parce qu'il ne faut pas mettre dans la tête des populations des chiffres invraisemblables. Aucun opérateur sérieux, dans un pays sérieux, n'accepterait de payer une licence 2G, c'est-à-dire la licence classique, ou la licence 3G, à 50 milliards, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Les tarifs tournent selon les pays, les populations en jeu et le potentiel du marché entre 3-4 milliards de francs CFA et une quinzaine de milliards selon les pays. Alors la 3G, qui est une licence qui est un saut technologique, puisque la 3G, c'est la combinaison de la voix et des données, c'est-à-dire de la possibilité de faire de l'Internet à haut débit, du transfert de données. La 3G est un procédé qui, pour l'instant, nécessite beaucoup d'investissement et donc ne serait rentable qu'à moyen terme. C'est-à-dire qu'un opérateur qui prend une licence 3G dans n'importe quel pays, eh bien, il sait que pendant 3 à 5 ans, il va devoir investir presque à perte. Parce que le temps de se constituer un portefeuille de clients, eh bien, entre-temps, il va falloir qu'il investisse pour la mise en place des infrastructures et leur entretien. Et cette licence, contrairement aux apparences, en général, elle n'est pas d'un coût très élevé. Parce que justement, les États concernés ont deux méthodes. Oui. Soit ils considèrent qu'ils taxent à l'entrée beaucoup, mais à ce moment-là, ils ne taxeront pas pendant l'exploitation, pour permettre à l'investisseur d'investir dans des infrastructures. Soit au contraire, ils laissent un ticket d'entrée modéré, et par contre, il va taxer au long de l'exploitation. Donc ce sont les deux méthodes qui existent aujourd'hui en Afrique et dans le monde. Eh bien, nous avons trouvé un moyen terme entre les deux. Les licences 3G sont d'une tarification suffisamment importante pour que l'État y retrouve ses billes, et quelque chose, quelques milliards, et qu'en même temps, nous ne puissions pas dissuader, empêcher les investissements derrière, parce que le coût d'accès serait trop lourd et le type dirait, l'opérateur, je suis un peu fatigué parce qu'on m'a demandé trop à l'entrée. Non. On a trouvé, je pense, dans nos textes qui sont publics, le juste milieu. Mais le juste milieu, les téléspectateurs voulaient savoir combien, par exemple, MTN a eu pour son 3G. Bon, je n'ai pas à donner le chiffre. Vous ne donnez pas le chiffre. Vous n'avez pas bradé Non, elles n'ont pas été bradées. Les licences ne sont pas bradées. Et d'ailleurs, je vous rappelle que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la loi de finances aujourd'hui, c'est l'action du ministre d'État Ondongo qui le veut. La loi de finances a repris dans son contenu toutes les taxes fiscales et parafiscales, dont les licences, la gestion des fréquences et autres, qui faisaient l'objet de textes réglementaires, des arrêtés, des décrets, etc. C'était un peu éparpillé, c'était un peu embrouillé. Eh bien, tout est intégré dans la loi de finances. Donc, plus seulement sous le contrôle de l'exécutif, où on pouvait dire l'exécutif ment, cache, mais sous le contrôle des parlementaires, puisque c'est eux qui votent la loi de finances. Et donc, ces textes sont consultables par tous les Congolais, où ils verront quelles sont les taxes qui sont prélevées sur les opérateurs. À ce propos, pour conclure sur le sujet, il faut quand même rappeler aux populations, parce qu'il y a toujours cette espèce de mythe, ce fantasme qui consiste à dire que l'État est faible face aux opérateurs de téléphonie mobile, qui feraient beaucoup de profits. Et vous pensez que c'est faux? C'est faux parce que nous faisons le nécessaire
aujourd'hui pour les taxer justement. On ne taxe pas lourdement pour le plaisir de taxer, on taxe justement. Parce que le climat des affaires suppose qu'on taxe suffisamment, conformément au chiffre d'affaires, mais qu'on ne taxe pas trop. Donc aujourd'hui, je vous rappelle quand même que les télécoms sont probablement le 3e contributeur au budget de l'État. Exactement. Donc cela veut dire quand même quelque chose. Exactement. Mais monsieur le ministre, vous ne me répondez pas à ces questions, mais je vais la poser autrement. Les 3G que vous en parlez, vous allez en Europe, vous allez aux États-Unis, vous voyez les 3G. Dites-nous sincèrement, monsieur le ministre, est-ce qu'il ne nous trompe pas? Quand ils disent 3G, ça peut fonctionner comment? Ici, on n'y a pas les fibres optiques. Est-ce que ce n'est pas de l'escroquerie qu'ils sont en train de faire les compagnies de téléphonie mobile? Non, je crois qu'il faut préciser... Parce que Airtel avait lancé, on a essayé, ça a marché le jour, mais ça ne fonctionne pas pour Airtel. Là, vous êtes un peu sévère. Hein. J'ai moi-même la 3G. Tous les Congolaises et les Congolais ont l'accès aujourd'hui à des puces 3G, ont accès à des clés USB ou des mini-routeurs en 3G. Où la rapidité est très lente. Non, il y a eu des ratés sur le plan technique au départ. Et aujourd'hui, je crois qu'il ne faut pas, disons, être pessimiste, être négatif. Utiliser ces clés-là, utiliser ces puces, ces cartes SIM de données, vous verrez que ça fonctionne normalement. Je suis moi-même un consommateur. Aujourd'hui, nous pouvons télécharger des vidéos sur YouTube, pour ne pas nommer ce site célèbre. Nous pouvons lire ou télécharger des films depuis ces supports 3G, ce qu'on ne faisait pas en Edge, c'est-à-dire la technologie précédente, et ce qu'on ne faisait pas avec la 2G. Donc ça, je crois qu'aujourd'hui, il y a un net progrès. Alors, vous parlez justement de la combinaison entre la fibre optique et la 3G. Bon, d'abord, quand on dit la 3G, il faut être précis, c'est une 3G qui est 3G+, hein, c'est 3,75 en réalité. C'est ça son... Donc c'est proche au 4G. Bon, ça, les spécialistes vous le diront, je n'en sais pas plus. Je vous dis simplement quelle est la véritable norme, comment elle se nomme techniquement. Je dis simplement qu'effectivement, aujourd'hui, avec l'arrivée de la 3G, celle de MTN qui est dans les tuyaux d'ailleurs, va compléter l'offre de RTL, il y a eu une incontestable avancée en termes de vitesse de notre Internet, qui est devenu un Internet raisonnable, que je qualifierais d'un haut débit normal, correct. L'arrivée fibre optique va compléter cela parce que les opérateurs vont pouvoir, à la fois sur le plan national, à travers la fibre optique, et sur le plan de la sortie internationale, à Matombi ou par les sorties des pays voisins, les opérateurs vont pouvoir nous donner une capacité démultipliée en termes de bande passante, c'est-à-dire l'espace nécessaire sur le plan technique pour faire passer les données. C'est comme une autoroute. Plus elle est large, plus les voitures peuvent passer et elles passeront rapidement si la route est large, même si elles sont nombreuses. Et puis la route est étroite, malheureusement, ça crée des embouteillages. Donc la lenteur vient de l'étroitesse de la bande. Or, la 3G a déjà élargi la bande et la fibre optique va la multiplier par X en termes de largeur. Et donc, c'est la combinaison des deux qui va nous conduire au très haut débit. Je vous informe que la fibre optique aujourd'hui est gérée. Je vous informe que la fibre optique est en cours d'arrivée, en approche. La fibre optique est testée à Pointe-Noire par un certain nombre de grands comptes. La fibre optique est testée à Brazzaville. Je peux même vous dire que tous les Congolais constatent dans Brazzaville les travaux de génie civil qui se multiplient. Je vois ici, à proximité de l'immeuble dans lequel nous sommes, vous avez bien vu qu'il y a des travaux. Exactement. Et que ces travaux sont ceux de la fibre optique. Oui, mais monsieur le ministre, je vais vous poser encore, j'insiste sur vous avez de la rapidité, vous avez bien parlé, vous défendez très bien votre ministère, mais peut-être cette rapidité, c'est seulement uniquement pour vous, hein, parce que moi-même j'utilise, j'ai Airtel, j'ai MTN, ça ne marche pas comme vous le dites. Peut-être quand vous êtes ministre, on vous donne un débit... Non, je peux même... Non. Ça, c'est une légende, encore une fois. Je peux vous assurer que, je vous ai dit tout à l'heure, sur l'utilisation et les interférences qu'on a constatées, oui. nous tous, je subis les mêmes choses. Donc la puce 3G, les puces 3G que j'ai de tel ou tel opérateur sont des puces normales, elles ne sont pas dopées, elles ne sont pas gonflées. Voilà. Et moi, je pense qu'il y a par contre une considération technique. C'est que ça dépend de beaucoup de choses, du lieu où on se connecte, ça dépend de l'état de surcharge à ce moment-là du réseau, enfin des éléments qui vont disparaître quand la fibre optique viendra compléter le processus. Donc je crois que soyons moins sévères.
Moi, je voyage beaucoup en Afrique. Je connais des pays qui sont réputés, y compris aux yeux des Congolais, comme des pays mieux lotis que nous, des pays plus avancés. Je peux vous assurer que ces gens-là, quand ils viennent ici, qu'ils constatent la vitesse de notre Internet, ils se disent mais finalement on croyait que le Congo était moins avancé et on découvre le contraire. Donc je crois qu'il faut qu'on soit moins sévère et qu'on espère tous, parce que c'est un espoir collectif partagé, que rapidement, ces technologies étant disponibles, nous n'aurons plus ces questions-là à la prochaine interview que nous aurons à faire. D'accord, monsieur le ministre. Quand on va revenir, parce qu'on aura une interruption publicitaire, vous allez nous donner le nom des pays que, par exemple, chez eux, quand ils viennent ici, ils sont contents du débit de l'Internet au Congo. Et nous allons aussi parler du problème du personnel dans des compagnies de téléphonie mobile qui existent ici. Qu'est-ce qui ne va pas? Et puis nous allons aussi revenir sur la poste, la partie de la poste. Il y a la banque postale, les innovations qui vont arriver. Donc ne quittez pas dans un instant.